Bonjour, c'est Sandrine Frémont et ceci est la première vidéo d'une série d'enseignements pour la formation du personnel pour le l'EIB en ligne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit l'enseignement de Phillige pour être sûr qu'avec l'EIB en ligne, donc en français, on ait les mêmes standards que pour l'EIB en ligne en anglais. Les instructions, elles viennent donc de Phil, mais en tant que responsable pour le français, je le soutiens complètement. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez en discuter avec moi ou avec Phil directement. Mais tout d'abord, ce que j'aimerais faire, c'est profiter de cette opportunité, grâce à cette vidéo, pour vous remercier à haute voix pour d'avoir rejoint notre équipe en ligne, l'équipe du personnel. Merci beaucoup. Je prie que vraiment ce soit un temps qui soit béni pour vous, que vous puissiez, alors que vous prenez tout ce que vous avez appris pendant votre IB, et que vous allez encourager, soutenir, accompagner les étudiants, alors que eux ils prennent du temps à part pour étudier la parole de Dieu. J'apprécie énormément ce que vous faites, ce que vous allez faire. Je suis reconnaissante de vous avoir avec moi dans cette équipe. Comme je l'ai répété plusieurs fois dans ces vidéos, en fait, votre rôle, il est vraiment crucial pour ce genre de formation. Je crois que, alors que vous allez servir les étudiants, Dieu va vous bénir. Et c'est vraiment mon souhait et ma prière, que ce soit une bénédiction pour vous, un encouragement que vous pouvez recevoir alors que vous donnez. Ok, donc dans cet enseignement, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de l'approche inductive et aussi ensuite parler de la méthode qu'on utilise dans la SPS, donc dans l'EIB, et la différence entre les deux. Alors, la raison de cet enseignement, c'est que en tant que membre du personnel, on a tous des arrière-plans d'EIB ou de SBS différents. Et ça veut dire que on apprécie tous la valeur de l'approche inductive de l'étude de la Bible, sinon on ne serait pas là. Et qu'on a presque tous la même méthode. Mais il y a quand même quelques différences. Et parfois, à cause des différences, certains peuvent être un peu confus. D'autres peuvent penser que leur méthode, c'est la meilleure, elle est meilleure que celle des autres. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est donc qu'on puisse en parler, vous expliquer un petit peu le lien entre l'approche inductive et la méthode, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui est pas négociable dans ce domaine, et aussi vous expliquer comment le cours est mis sur pied, vous expliquer pourquoi ça fait comme ça, et puis pour que vous puissiez aider les étudiants à comprendre, voilà, pourquoi on fait les choses de cette manière, alors que les étudiants auront peut-être des questions. Alors, les premières choses qu'on enseigne dans l'EIB, c'est que quand on étudie la Bible, il y a deux approches. L'approche déductive et l'approche inductive. Donc, dans l'approche déductive, en tout cas dans les termes de l'EIB, on parle de lire le texte ou d'arriver au texte avec une thèse. C'est ce que vous faites. Ce que vous faites avec cette thèse, c'est que vous prenez le texte et vous essayez de voir si le texte soutient cette thèse. Quand on a une approche inductive, alors on essaye de mettre ça de côté. Vous avez sûrement remarqué que dans le cours, j'ai ajouté une troisième approche qu'on n'a pas forcément dans toutes les EIB. La raison pour laquelle j'ai inclus cette approche qu'on peut appeler méditation, culte personnel, dévotionnel, c'est parce que pour beaucoup de personnes, quand on parle de lire la Bible, ils viennent pas forcément avec une thèse à prouver ou à démontrer. Ils viennent pas non plus inductivement. En fait, c'est très rare que les personnes, elles approchent le texte d'une manière inductive, à moins qu'elles aient été formées. C'est-à-dire en laissant de côté les idées préconçues, ouais, tout ce qu'ils auraient déjà appris, en laissant le texte leur parler. En fait, en général, aujourd'hui, les gens, ils viennent simplement avec une Bible ouverte devant Dieu et puis ils disent Seigneur, parle-moi, enseigne-moi. Donc, l'approche, c'est l'approche qu'ils ont en fait, en général. Et dans l'enseignement, c'est utile de commencer là où les étudiants ils sont et reconnaître ce qu'ils comprennent et ensuite construire là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai inclus cette approche en particulier.
Quand on arrive à l'approche, c'est important de savoir ce qu'on veut dire par approche. C'est-à-dire l'état d'esprit ou le mode de pensée qu'on a quand on lit les Écritures. Donc, est-ce qu'on arrive dans la parole avec un état d'esprit où on amène nos idées dans le texte, où on a une thèse, une idée, un enseignement, puis on aimerait voir est-ce que la parole, elle soutient ça? Est-ce que ça confirme ce que je pense? Ou est-ce qu'on met ça de côté autant que possible et qu'on vient au texte, non pas avec une thèse, mais en posant la question, ça c'est avec la méthode inductive, l'approche inductive, pardon. Qu'est-ce que ça signifie? Que signifie ce passage? Que signifie ce livre? Quelles étaient les intentions de l'auteur dans ce qu'il voulait communiquer à sa première audience? Et ça, c'est ce que c'est qu'une approche. Donc, est-ce qu'on laisse le texte nous informer de ce qu'il dit? Et donc, l'approche à avoir avec notre état d'esprit qu'on a quand on étudie la parole. C'est pas une méthode, mais une approche avec laquelle on vient dans le texte. Donc, dans les EIB, on valorise énormément l'approche inductive. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'étude inductive de la Bible. Et peu importe ce qu'on fait ou la raison pour laquelle on fait, on ne veut pas s'en éloigner. Et ça, c'est vraiment fondamental pour ce que Dieu nous a appelés dans cette école en particulier. On ne va pas dénigrer les autres approches, mais simplement notre appel pour cette école, c'est de mettre l'accent sur l'approche inductive. Donc ça, c'est l'état. Donc quand on parle d'approche, on parle d'un état d'esprit. Est-ce qu'on arrive au texte avec une thèse approuvée ou est-ce qu'on arrive à mettre ça de côté autant que possible? Parce qu'on sait que c'est très difficile. Il y en a même certains qui diront que c'est impossible. Mais on le reconnaît. On reconnaît que quand on va lire la Bible, on va le lire avec les lunettes de notre culture, une certaine théologie, un certain arrière-plan, une certaine compréhension de certaines choses, et on veut reconnaître. Mais le fait qu'on reconnaît ça, ça devrait juste nous encourager à venir au texte avec humilité, et puis à coacher les étudiants avec humilité. En tout cas, c'est ce qu'on devrait. Reconnaître, enfin, c'est être conscient. Et qu'on doit mettre tout ça de côté et puis vraiment être attentif à ça pour se refocaliser et pas s'éloigner de qu'est-ce que l'auteur il voulait dire. Qu'est-ce que l'auteur essaye de dire. Donc, quand on parle de la méthode, alors on parle de comment est-ce qu'on fait ça. Comment est-ce qu'on étudie la Bible de manière inductive. Donc, si l'approche, ça a à voir avec l'état d'esprit, alors la méthode, ça a à voir avec le mécanisme. Comment est-ce que je vais faire ça? Donc, quand on parle de l'étude inductive de la Bible, il y a 3 étapes. 3 étapes pour l'approche inductive. Celles-ci, elles sont largement acceptées. N'importe qui, dans n'importe quel ministère, en fait, peu importe qui c'est qui enseigne en essayant de promouvoir l'étude inductive de la Bible, ils vont tous parler de ces 3 étapes. Ils vont parler d'apprendre à observer avec attention en donnant des exemples. Comment faire cela? Ils vont parler d'interpréter, de l'interprétation, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifiait pour les lecteurs d'origine, qu'est-ce que l'auteur il veut communiquer, et ensuite on a la mise en application. Qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui? Donc dans d'autres courants d'étude de la Bible, l'interprétation est appelée parfois exégèse et la mise en application herméneutique. Mais dans les courants de l'étude inductive de la Bible, nous on va parler d'observation, d'interprétation et de mise en application. Ça c'est vraiment des étapes qui sont fondamentales et qui font partie de l'approche inductive. Maintenant, quand on arrive à comment est-ce qu'on fait ça concrètement dans l'approche inductive, il y a plusieurs méthodes. On a par exemple le MIKE, je sais plus son nom de famille, de Precept Ministries International, donc Ministère International Precept, je suis pas sûre comment c'est en français. Si vous connaissez son matériel, vous savez qu'elle a une méthode qui utilise qui est un petit peu différente, qui est particulière, et qu'elle enseigne à ses étudiants.
mais elle a toujours l'observation, l'interprétation et la mise en application. Mais sa méthode est un peu différente de la méthode qu'on a dans l'EIB. On a ce qu'on appelle la méthode à 3 colonnes. Peut-être que vous la connaissez. C'est une méthode où sur une page, en fait, vous faites 3 colonnes. À gauche, vous avez l'observation, à droite, la mise en application et au milieu, l'interprétation. Et en fait, pour chaque paragraphe qu'on étudie, on le fait en suivant ces 3 étapes. En prenant des notes, en fait. Voilà. Donc cet outil, il est souvent utilisé. C'est une forme toute simple d'étude inductive de la Bible. Ça peut être utile. Il y a un autre ministère qui s'appelle Into Thy Word Ministries, ministère dans ta parole. Et eux, ils utilisent 4 colonnes pour cette méthode en particulier. Donc on a la même approche, observation, interprétation et mise en application, mais la méthode est différente. On a InterVarsity Inductive Bible Study Method, donc la méthode inductive d'étude de la Bible d'InterVarsity. Eux, ils ont leur propre manière de faire. En fait, dans le cours, on utilise leurs vidéos pour présenter l'observation, l'interprétation et la mise en application. Donc, vous pouvez voir leurs vidéos dans l'unité d'introduction, sur les bases de la méthode inductive. Voilà. Mais vous voyez qu'on a à nouveau les 3 clés d'observation, interprétation et mise en application. Mais simplement, leur méthode est différente. Je ne sais pas si vous connaissez la Bible d'études inductives. Je crois que c'est seulement en anglais, en tout cas, tant que je sache. Et en fait, c'est simplement une Bible qui aide les étudiants à prendre la Bible, ensuite à observer, interpréter et mettre en application. Et en fait, on pourrait continuer avec d'autres choses, mais on va regarder maintenant à la méthode qu'on utilise, nous, dans les EIB. Donc, notre méthode, elle est basée sur 5 lectures, comme vous savez. Donc, on a les 2, voire les 3 premières lectures où on a comme en phase l'observation. On met beaucoup l'accent sur l'observation. Ensuite, autour des 5 lectures, on a 4 manières dont les étudiants vont mettre par écrit leurs découvertes. Les étudiants, ils pourraient utiliser un cahier ou des post-it ou un autre moyen, mais nous, dans les EIB, on a donc ce moyen qui est vraiment excellent de mettre ces découvertes par écrit. Donc on a les tableaux verticaux, on a pour mettre par écrit ce qu'ils découvrent pour chaque paragraphe, chaque segment. Ensuite on a le tableau horizontal pour montrer l'aperçu général du livre, la grande image, la structure. Ensuite on a ce qu'on appelle les informations de base, donc qui est une manière de noter l'arrière-plan, de noter le contexte, les choses qui nous aident à comprendre et connaître le cadre, la date, etc. du livre. Et ensuite, on a l'application finale. Donc, c'est une manière de noter le message qu'ils pensent que le livre y transmet, soit pour eux-mêmes, soit à la société dans le monde, dans un sens large. Donc, l'école est mise en place parce que quand vous lisez le module 1, vous avez remarqué qu'il y a une distinction entre l'approche et la méthode. Dans Philémon, l'emphase, elle est sur l'approche inductive. Donc, on donne pas trop d'informations aux étudiants. On veut pas les submerger avec trop à apprendre. Parce que sinon, c'est pas une bonne manière d'enseigner. Donc, un des premiers buts, c'est de leur enseigner qu'est-ce que l'étude inductive de la Bible. Donc, l'accent est vraiment mis sur apprendre les outils d'observation, d'interprétation et de mise en application. C'est ça le but, et ils ont plusieurs exercices pour faire ça. Ensuite, il y a la première partie de site, où le but est de renforcer ces outils. Donc, on va pas parler de tableaux horizontaux, de tableaux verticaux, mais ce qu'on fait, c'est que de nouveau, on met l'accent sur l'observation, l'interprétation et la mise en application. Vous savez sûrement, parce que vous allez recevoir en fait les devoirs des étudiants, et le but de ces devoirs, et aussi dans les retours que vous allez donner aux étudiants, c'est vraiment de les aider à grandir et renforcer ces outils, qu'ils comprennent
ce que c'est que observer, interpréter et mettre en pratique. Qu'ils puissent vraiment être capables de faire ça bien. Donc quand vous les évaluez, c'est à ça qu'on veut regarder. On veut regarder est-ce qu'ils observent, est-ce qu'ils font l'interprétation et est-ce qu'ils mettent en pratique. Donc l'idée, c'est de construire petit à petit et d'ajouter les informations au fur et à mesure. Une fois qu'ils sont vraiment familiers avec les étapes de l'étude inductive, et qu'ils ont mis en pratique, qu'ils ont lu, qu'ils ont compris, alors on peut leur donner plus d'informations. C'est-à-dire qu'après, on va leur apprendre à mettre par écrit dans les tableaux et les autres éléments, ce qu'on découvre. Donc, dans la deuxième partie de titre, vous remarquez qu'on va parler alors de la méthode EIB, des tableaux. On va présenter les tableaux verticaux. On va expliquer qu'est-ce qu'un tableau vertical, pourquoi est-ce qu'on utilise un tableau vertical, la valeur qu'il a. Et ensuite, il y a une vidéo sur comment les utiliser pratiquement. Et la même chose avec les tableaux horizontaux, avec le but, comment faire, les informations de base et l'application finale. En fait, dans TIT, ces choses, elles sont démontrées. Donc, les étudiants dans TIT, ils vont pas le faire. Ils vont pas faire les tableaux verticaux ou le tableau horizontal. Mais par contre, ils ont des exemples. Ils ont des exemples de tableaux verticaux, un tableau horizontal, un IDB et une méditation sur l'application finale. Par contre, quand on va arriver à Galate, alors c'est là qu'ils vont commencer à utiliser la méthode. Aborder les différentes choses, donc les tableaux, l'IDB, etc. Donc voilà la manière à laquelle le cours est mis en place pour pouvoir aider les étudiants et j'espère que rapidement, enfin étape par étape, ils puissent apprendre et comprendre la méthode qu'on utilise. Donc une des valeurs de cette méthode, je pourrais en donner une longue liste. D'ailleurs en fait dans le cours, c'est ce qu'il y a. On a une longue liste de tous les bénéfices d'une méthode, de la méthode qu'on utilise dans l'EIB. Mais il y a deux choses que j'aimerais mentionner ici. Une des choses, c'est que la méthode, elle est vraiment bénéfique parce qu'elle facilite un processus inductif. Quand les étudiants ils font leur première lecture, ils vont faire ce qu'on appelle la méthode bilan, ils vont avoir un aperçu général de la lettre. Ensuite, quand ils vont faire leur deuxième lecture, ils vont peut-être utiliser un code de couleur ou simplement aller plus en détail dans les observations et commencer la méthode analytique. Et ils vont continuer avec les titres de paragraphes où ils doivent vraiment comprendre le message, l'idée principale de chaque paragraphe tout en regardant la structure, etc. Donc, toute la méthode est un moyen juste trop bien pour faciliter le processus d'arriver au texte d'une manière inductive. Ok, la deuxième raison ou un deuxième bénéfice pour cette méthode, c'est que c'est une manière très claire et concise de mettre par écrit les découvertes. C'est important pour nous en tant que mentor qu'on ait cette mentalité. Donc les tableaux sont pour les étudiants et pas pour nous. Les tableaux, c'est pour que les étudiants ils puissent noter ce que eux ils trouvent. C'est une ressource pour eux et ils peuvent le garder et revenir sur ces tableaux pour trouver toutes les choses qu'ils ont étudiées, qu'ils ont découvertes, qu'ils ont mis par écrit. Et le but, c'est que dans le futur, ils puissent revenir sur ces tableaux et construire, aller encore plus en profondeur et les utiliser. Donc, dans les EIB, on a différentes manières de faire les tableaux. Et en fait, Phil, quand il a commencé l'école, ce qu'il a fait, c'est qu'en ligne, c'est qu'il a demandé à plusieurs mentors d'envoyer leurs tableaux verticaux pour qu'ils puissent voir. Et il a découvert une grande diversité. Même si la méthode est la même à la base, il y a quelques détails qui sont différents. Le problème, c'est qu'il y a certains mentors qui
il avait l'impression qu'il disait de toute façon ma méthode c'est la mieux, comment on fait dans notre SBS c'est le mieux, et c'est la seule manière que ça devrait être fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est bien qu'il y ait cette diversité et qu'on nous a enseigné tout ça, mais le problème c'est quand on pense que voilà, la manière dont on a fait c'est la seule vraie et c'est comme ça qu'on devrait faire. On va juste regarder un petit peu maintenant un historique des EIB, de la méthode EIB. Donc, quand le docteur Earl Morey a présenté la méthode de l'EIB, c'était en 81, dans la première EIB, donc. Et donc, Earl, il a enseigné le séminaire pour les premières écoles, donc de 81 à 84. Et donc, il a enseigné une certaine méthode, la sienne. Ensuite, l'école, elle s'est développée. Donc, dès 85, il y a Ron et Judy Smith qui ont écrit leur propre programme. Et ils ont développé une méthode qui est un petit peu différente de celle de Earl, que Earl il avait enseigné. Et en même temps, Phil, il a développé son propre programme et qui était un petit peu différent de celui de Earl de nouveau. Même si Phil, il avait vu le programme de Ron et Judy, lui, il l'avait pas vraiment étudié. Donc, il avait sa propre manière d'enseigner et eux, ils avaient la leur. Et ensuite, on a Earl qui a fait aussi quelques écoles à Washington et il a continué avec son programme à lui. Donc, on peut voir que dès le début, en fait, on avait différentes manières de faire la même chose. On peut ajouter qu'il y avait aussi David Hamilton qui était allé lui en Amérique latine. Et bien sûr, lui, il a traduit le cours en espagnol. Donc, il avait sa manière à lui de faire les choses. Mais depuis ce temps, ce qui s'est passé, c'est que chacun de ces programmes ont été encore un peu plus développés. Le vrai héritier de la méthode d'Earl Morey, c'est à Villers en Suisse. C'est un peu différent du reste des EIB, mais ils ont aussi développé ce que Earl leur a transmis en premier. Et ils sont dans le même bateau que nous. Hein. Ils font la même chose que nous. Donc il y a des gens ensuite qui ont ajouté à ce que Ron et Judy ils ont fait. Et donc ce qu'on a à Montana et ailleurs en fait, ça a aussi changé par rapport à ce que eux ils avaient au début. La même chose avec le programme de Phil. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des années, il y a les directeurs des écoles qui ont eu des super bonnes idées, ils ont transmis à leurs étudiants, et ensuite, la prochaine génération a pris les idées, les a développées, etc. Donc, en fait, avec ça, c'est dire qu'il n'y a pas d'absolu, c'est comme ça qu'il faut faire les tableaux, et c'est tout. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que dans certains cas, cette méthode qui est simple, qui était conçue pour aider les étudiants à vraiment entrer dans la parole d'une manière qui soit efficace, à certains moments, c'est devenu un fardeau qui était lourd. Et je crois que ça, c'est vraiment un danger auquel il faudrait qu'on soit attentif. Par exemple, si on pense à ce qui a été ajouté à la méthode, au développement poursuivi, on peut voir à l'écran les consignes qu'il y avait à l'origine pour les titres de paragraphes. Donc, ça, c'est les consignes qui ont été copiées du programme d'origine. On peut voir quelles étaient les règles. Non, en fait, d'ailleurs, vous voyez, c'est pas des règles, mais c'est des tests. Alors, les tests sont, est-ce 4 mots ou moins? Et est-ce que c'est des mots du texte? Ensuite, bien sûr, il doit être représentatif, distinctif et important. Donc, on comprend ça, mais vous remarquez qu'il n'y a pas de les mots doivent être dans l'ordre, ils doivent être proches, ils doivent former une phrase, ou plein d'autres additions qui ont été faites, en fait. Maintenant, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? La réponse, elle dépendra de votre opinion. Mais mon désir, et je sais que c'est le désir de Phil, c'est vraiment de garder ce qu'on fait aussi simple que possible. Savoir quels sont les absolus, les non négociables, et laisser un maximum de choix aux étudiants. Voilà, donc tout ça pour dire que la méthode, elle se développe et je pense qu'il
qu'on doit faire attention à ce qu'elle soit pas développée au-delà de son utilité, au lieu d'être une bénédiction pour les étudiants, que ça ne devienne pas cette liste de règles et de régulations qu'ils doivent suivre. Donc pour les tableaux de nos étudiants, c'est ma valeur, la valeur de Phil, qu'ils fassent leur propre tableau. Qu'ils reconnaissent que oui, c'est la méthode qu'on utilise, mais cette méthode, c'est un outil pour moi et pour que ça donne de la vie aux étudiants quand ils étudient. Donc, par exemple, quand on faisait les tableaux à la main à l'époque de Phil, il y avait des étudiants qui faisaient des œuvres d'art magnifiques en fait sur les tableaux. Et puis, ce qui est important, c'est pas que ce soit fait par écrit ou dessiné, soit de l'art. Mais la question c'est, est-ce que c'est inductif? Est-ce que c'est une bonne observation? Est-ce que c'est une bonne interprétation? Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc, bien sûr, c'est plus difficile quand on utilise un ordinateur. C'est plus difficile à faire du dessin. Mais voilà. Ce qu'on a envie, c'est que ces tableaux soient utiles pour eux. On veut qu'ils sachent que le travail qu'ils font, il n'est pas pour nous. Le travail qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. C'est une manière pour eux de mettre par écrit leurs découvertes. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va évaluer leur travail. Notre travail est de les évaluer parce que on doit leur donner une note, simplement. Et puis, on doit aussi comprendre ce qu'on évalue. Donc, il y a quelques limites. Mais comme fondement, on aimerait que ce soit leur travail. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les étudiants aient l'impression qu'ils doivent jongler avec plein de détails de la méthode. Alors que vous lisez les instructions que je leur ai données et que vous écoutez les vidéos, remarquez que chaque fois, je veux qu'ils sachent que c'est leur travail et qu'ils doivent simplement garder, et on veut garder les non négociables au minimum pour qu'ils puissent rendre ces tableaux vraiment utiles pour eux. Parce que ce qui pourrait se passer dans le pire des cas, c'est que les étudiants, quand ils font leur tableau, ils aient l'impression que c'est comme s'ils devaient remplir un formulaire et le faire d'une manière juste. Voilà, c'est ça. S'ils font juste, alors ils auront une bonne note, sinon ils auront une mauvaise note. Donc, le système d'évaluation pour les EIB en ligne est conçu pour que ce soit pas ça. J'en parlerai plus dans un autre enseignement. Et j'espère que vous pouvez vraiment suivre cet enseignement jusqu'au bout. J'ai vraiment envie d'utiliser un système d'évaluation qui soit facile pour vous en tant que mentor à utiliser, mais aussi qui soit facile pour les étudiants à comprendre ce qu'on attend d'eux. Voilà, mais que tout ce qui se passe autour de votre évaluation soit, est-ce qu'ils savent observer, est-ce qu'ils savent interpréter, plutôt que est-ce qu'ils utilisent un certain détail de la méthode en particulier dans la manière dont ils font leur travail. Donc, pour nous, en tant que mentors, on a besoin de savoir qu'ils observent, qu'ils interprètent, qu'ils mettent en pratique. Et donc, on a besoin de comprendre ça. Et que eux, ils doivent nous faire comprendre ce qu'ils font. Ce qu'on veut faire ensuite, c'est évaluer et noter tout ça plutôt que les détails de la méthode. Voilà, j'espère que ça vous donne une bonne compréhension de la perspective de Phil et de moi-même là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, j'en parle volontiers avec vous pour qu'on soit vraiment tous au clair et tous à la même page. Et encore, je vous remercie vraiment de faire partie de cette équipe en ligne. Et puis juste une dernière chose, dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter les instructions pour l'évaluation, qui sont ce qu'on appelle une rubrique. Une rubrique, c'est un standard que les étudiants ils comprennent et ce qu'on attend d'eux. Mais vous inquiétez pas, j'en parle dans une vidéo juste pour ça. Voilà, merci de m'avoir écouté.